Il n'y a pas toujours de coups, pas toujours de cris. Parfois, ce sont juste des mots, des silences, des regards. Et pourtant, ça fait très mal. La violence psychologique, c'est celle qu'on ne voit pas, mais qui ronge, qui efface peu à peu la confiance en soi, la joie de vivre et même l'envie d'exister. Et c'est justement pour cela qu'on va en parler aujourd'hui. Et ce sera avec la coach Amédée Bosé Atolou. Bienvenue dans ce podcast intitulé Au cœur de l'univers, où nous parlons des défis du quotidien, de la société, business et beaucoup d'autres choses. Parce que tout ça fait partie de l'univers. Alors, bonjour coach. Bonjour Saporat. Comment vous allez? Tu es toute rayonnante. Oh, merci. Je t'en prie. Confortablement assise? Bien installée. Ça peut aller? On y va. Le vol, on peut prendre le vol? En tout cas. Alors. Je suis prête à décoller. Ok, super. Alors, présentez-vous pour toutes les personnes qui ne vous connaissent pas. Je suis Amédée Bosé Atolou. Je suis auteure-écrivaine. J'ai 5 livres à mon actif que j'ai écrits cette année, 2025. Je suis coach, experte formatrice en Mind Education, éducation au changement de mentalité. Et je suis spécialiste de la thérapie du cœur que j'ai moi-même innové pour accompagner ceux qui sont malades à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est à ce titre également que je me suis fait former et je suis conflictologue dans le traitement des blessures intérieures. Mais à la base, j'ai une maîtrise en droit des affaires et carrière judiciaire. Ah, super, super. Quel travail formidable vous faites en fait. Merci. Vous êtes d'une utilité très grande en fait pour l'humanité. Parce que ce que vous faites, je me dis, peut-être qu'il y a des personnes en fait qui vont pas trouver en fait l'utilité de ça, mais c'est réellement important. Parce qu'aujourd'hui, on prend soin de notre physique, on porte, on se tresse, on s'habille, voilà et tout de l'extérieur, mais on oublie souvent l'intérieur. Alors que tout part de là. Une personne qui ne se porte pas bien ne pourra pas en fait projeter de belles choses en fait à l'extérieur. Ah sérieusement. En fait, quand je vous entends parler, je me dis que il y a beaucoup de vies qui seront sauvées. Exactement. Par vous. Parce qu'aujourd'hui, on prend soin du physique, on prend soin de l'extérieur, mais on oublie le cœur, on oublie l'intérieur. Le cœur. Ah voilà. Quand vous dites cœur, ça me fait un tic. Oh. Parce que tout ce qui touche au cœur m'interpelle énormément. Parce que quand vous avez la fièvre, par exemple, quand vous commencez par chauffer, vous savez que vous devez aller chercher un thermomètre pour mesurer le degré de la température que vous avez. Par contre, quand vous avez des blessures intérieures à l'intérieur de votre cœur, il n'y a aucun appareil qui vous permette de jauger de l'intensité ou de la gravité de la blessure. Et parce que le cœur humain est invisible, on a tendance à le négliger. Pendant que quand un enfant vient au monde, pour qu'il soit déclaré cliniquement viable, il faudrait d'abord que le médecin puisse écouter les battements de son cœur. Oui, absolument. De la même manière, quand une personne décède, il faut d'abord qu'on sente que le cœur ne bat plus. Et donc, il faut comprendre là l'importance, l'utilité de ne pas jouer avec son capital cœur, qui est un bien très précieux et que moi, j'éprouve du plaisir à accompagner autant les femmes que les hommes, même les enfants, à prendre conscience de leur capital cœur, à savoir comment le chérir, le dompter et aussi le canaliser pour ne pas subir les affres de tout ce qui vient de l'extérieur comme offense et qui vient détruire en fait notre intérieur. Vous n'êtes pas sans savoir que on ne donne aux autres que ce que l'on a à l'intérieur de soi. C'est bien ça. Mais ma question que j'ai souvent l'habitude de poser aux hommes est celle-ci. Qu'avez-vous
à l'intérieur de vous? De vous. Qu'est-ce qui a pris le temps de germer? Qu'est-ce que vous avez laissé pousser à l'intérieur de vous? Parce que vous savez, le cœur de l'homme est comme un champ. Et c'est vous qui choisissez en fait ce que vous y semez, ce que vous y plantez et que vous laissez pousser et qui en fait vous apporte soit de la joie ou soit de la détresse. Et c'est réellement important parce Très qu'aujourd'hui, important. beaucoup de personnes subissent en fait des violences psychologiques justement. Que ce soit dans le milieu professionnel, dans les milieux scolaires Oui. ou même en famille, hein, dans la vie en général. Beaucoup de personnes en fait subissent Oui. les violences psychologiques. Et j'aimerais vous demander, c'est quoi les violences psychologiques? Pour les personnes qui nous suivent et qui se disent, mais c'est quoi les violences psychologiques? Alors je vais vous expliquer la violence psychologique de façon terre à terre. La violence psychologique, elle est très insidieuse et elle vous amène à vivre pas votre version photocopie, mais la version falsifiée. Parce que quand vous prenez l'originel que vous êtes, quand vous prenez un document original, même quand vous en faites la photocopie, vous voyez quand même tout ce qui est sur l'original, sur la photocopie, même si c'est en blanc-noir. Mais ce n'est pas le cas quand vous êtes sujet ou sujette à la violence psychologique. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas extérieure. Elle touche à l'âme. Et tout ce qui touche à l'âme, vous êtes d'accord avec moi que c'est plus profond. Pourquoi? Parce que l'homme est tridimensionnel, fait de corps, âme et esprit. Et au-delà de ce que nous voyons, quand je dis que l'homme a deux cœurs, est-ce que vous allez me croire si je vous dis que l'homme a deux cœurs? Alors je vous explique. Au-delà du fait que vous sentez votre cœur en tant qu'organe battre au-dedans de vous, et ça vous donne l'assurance que vous êtes en vie. Oui. Ça permet aux autres de vous identifier en tant qu'être humain et pas en tant que cadavre. Alors, au-delà du fait que cet organe existe, il y a un cœur que vous ne voyez pas, qui est invisible, qui est rattaché à votre âme. Ah oui. Et ce cœur, c'est lui qui gouverne vos pensées. Et c'est ce cœur qui vous amène à bien faire ou à mal faire. C'est ce cœur qui vous entraîne. Et ce cœur a pour moteur le désir. Les désirs que nous avons en tant qu'être humain. Et donc, il faut comprendre que le désir est pour le cœur ce que le moteur est pour la voiture. Mais quand c'est ainsi et que vous avez des désirs, tout désir que vous avez qui est malsain et qui vous amène à exercer une certaine forme de violence vis-à-vis des autres, il faut comprendre que la nécessité s'impose pour vous de chercher à faire en sorte d'utiliser un frein pour dire stop. Voilà. Quand il faut faire stop. Et je vous disais tout à l'heure que la violence psychologique, telle que caricaturée, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas extérieure. Quand vous êtes à la cuisine et que vous êtes en train de préparer et que par inadvertance, vous vous écorchez avec le couteau, la lame du couteau, vous voyez votre peau qui s'ouvre. Oui. La blessure est là, d'accord? Et il y a le sang qui commence par gicler. Mais quand vous parlez de la violence psychologique, la blessure qu'elle est là. Elle saigne, mais elle n'est pas extérieure. C'est là où la différence se fait. Elle est plutôt intérieure. Parce qu'elle touche à l'âme. Et donc, à partir de là, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors, si ton âme est malade,
parce que la violence psychologique a déjà pris place là. Comment est-ce que la prospérité viendra? Ça va être possible. compliqué. Vraiment compliqué. J'attire votre attention sur le fait que la violence psychologique dont il est question, au-delà de vous emprisonner vous-même, de vous embrigader, de vous opprimer, de vous oppresser, elle est capable même de vous empêcher de vivre le meilleur que le ciel a réservé pour vous sur cette terre. Elle vous empêche de posséder votre héritage, ce qui est en réalité le don que Dieu vous a donné au préalable et qui va vous amener à régner. Une chose est d'exister sur cette terre, mais une autre est de régner. Et tant que la violence psychologique est là, votre règne, elle est effacée. Donc, si je comprends bien, ce sont les violences psychologiques qui causent maintenant les blessures. Voilà. Derrière chaque violence psychologique, il y a toujours une blessure intérieure. Ok. Quand une personne se lève... Des blessures derrière la personne qui a causé la violence. Voilà. Ok. Quand une personne se lève et qu'elle vous dit, vous êtes nul, vous ne servez à rien, vous ne faites que des erreurs, vous n'avez rien dans la tête. D'accord? Quand elle se lève et qu'elle vous parle comme ça, en fait, ce qu'elle ressort de sa bouche, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce qu'elle ressort de sa bouche, ce n'est qu'en réalité l'abondance qu'elle a en elle à l'intérieur. D'accord? Et ce qu'elle a en elle à l'intérieur est déterminé par le type de blessure intérieure dont elle a été sujette elle-même. Donc il faut comprendre que en fait, la violence psychologique naît tout simplement parce que la personne elle-même qui exerce la violence vis-à-vis d'une autre personne, elle aussi, elle a en elle des cicatrices, des plaies qui sont ouvertes et qui n'ont jamais été cicatrisées. Justement, quelles sont les formes de violence psychologique? Comment est-ce que ça se manifeste en fait? Est-ce que ce sont les paroles, les mots, les gestes? Dites-nous. Elle se manifeste sous plusieurs formes en fait. Ça peut être par les mots, par les gestes, même par le silence. Oui. Il y a des couples qui vivent ensemble, des foyers. Vous allez dans certaines maisons, l'homme et la femme ne se parlent pas. Les parents ne parlent pas à leurs enfants. Il n'y a pas la communication, il n'y a pas l'échange. La bonne écoute attentive est inexistante. Et quand c'est comme ça, la violence psychologique est encore plus dangereuse. Oui. Parce que là, ce n'est pas comme si on fait une pause. D'accord? On est ensemble. On est ensemble, on fait une pause. Non, il n'y a pas de pause qui tienne. Là, c'est plus douloureux parce que déjà, le courant ne passe pas. Mais en plus de ça, il y a des antécédents. Il y a des non-dits. Il y a des incompréhensions. Et tout ça mis ensemble, ça fait que le silence devient encore plus lourd et plus pesant quand la violence psychologique vient s'installer. Aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas compte. Hein. On ne se rend pas souvent compte. Pas on du ne sait tout, même alors. pas forcément qu'on est violenté psychologiquement. Oui. Quand tu entends quelqu'un te dire tu es nul, tu ne sais à rien, dans le milieu académique, scolaire par exemple, on te dit que tu es nul, tu es bête, tu n'es pas bon dans ce que tu fais. Toi, tais-toi là-bas, qu'est-ce que tu dis? On ne sait pas forcément qu'on est violenté psychologiquement. C'est au fil du temps, au fil des années, qu'on constate que ce qu'on nous avait dit dans le passé a eu des pattes, a eu des retombées sur nous. En fait, ça n'a fait que vous conditionner à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, quand je prends par exemple la blessure intérieure du rejet, est-ce que vous pouvez savoir que cette blessure, elle est à la base de l'envie de meurtre, d'assassinat chez beaucoup de personnes? Oui. Une femme qui tombe enceinte d'un homme, qui refuse d'accepter la grossesse
peut-être que les deux ne se sont pas entendus au préalable. Parce que la femme, elle voulait peut-être un enfant. Elle s'est dit, bon, après tout, c'est moi qui surveille mon ovulation. Donc, si je veux avoir un enfant, je fais tout pour l'avoir. Donc, elle inflige la responsabilité à cet homme-là. Voilà. Elle se dit que peut-être que quand l'enfant va venir, le gars, il va finir par accepter le fait. Il va se débrouiller. Il va se débrouiller. Mais ça, ce n'est pas toujours ça. Si vous tombez sur un homme qui est carré et qui sait là où il va, il ne va pas accepter. Non. Mais pendant ce temps, l'enfant... Parce que la vie n'est pas un jeu, en fait. Voilà. L'enfant qui est au milieu là, qui n'a même pas demandé à venir au monde, vous l'avez obligé à venir. Alors, l'enfant là qui vient, déjà le fœtus dans le ventre, a déjà subi la blessure du rejet. Pourquoi? Parce que dans la conversation, le fœtus entend la voix du papa qui dit, de toutes les façons, je ne voulais pas avoir d'enfant. C'est toi qui me l'as imposé. Alors débrouille-toi. Donc l'enfant déjà sait déjà depuis le ventre que il a un enfant rejeté. Et ça s'enregistre dans son subconscient. Alors cet enfant, pire, la maman arrivait à un moment donné, peut-être à 3 ou 4 mois de grossesse, elle se rend compte qu'en réalité le gars il est carré sur sa position. Le gars ne veut pas lâcher prise. Il ne veut pas se faire embobiner. Il est ferme, il dit non, moi je ne veux pas d'enfant, c'est que je n'en veux pas. Et tu ne m'en imposes pas. Et il est dans son droit légitime en fait. Il est dans son droit. C'est l'erreur que beaucoup de femmes commettent. Elles pensent que quand l'enfant va venir, le gars il va lâcher prise. Non. Il y en a même en fait qui font tout pour tomber enceinte, pour garder un homme. Oui, elles le font exprès. Ouais. Mais c'est dangereux cette manière de réfléchir. Vraiment. C'est dangereux en fait. Oui. Parce que c'est l'enfant qui subit les conséquences. Et donc je disais tantôt, cette femme qui opère ainsi, de façon subtile, mais avec la ruse, pour imposer l'enfant à l'homme. À partir d'un certain moment, elle va se rendre compte que le gars l'a lâché. Elle-même, qui peut-être financièrement, n'arrivait pas déjà à s'auto-suffire. Voilà un enfant qui s'y ajoute. Peut-être au bout de 3 ou 4 mois, elle va se dire, voilà, je ne peux plus, je pense que le mieux c'est d'avorter. Rien que le fait de penser à l'avortement, l'enfant, le fœtus enregistre déjà ce sentiment, ce mal-être, ce rejet en lui. Alors l'enfant là vient au monde avec la blessure du rejet bien ancrée en lui. Mais vous attendez quoi de cet enfant là? Au bout du rouleau, l'enfant va grandir avec ça. Pire, s'il vient dans un environnement où il est encore rejeté. Pourquoi? Parce que la maman va passer tout son temps à dire, toi tu nous volons, ton papa est responsable là. L'enfant va entendre tout ça là. Il va grandir avec tout ça. Et arrivé à un moment donné, il va devenir violent. Il va commencer par développer des attitudes de meurtrier. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe chez l'enfant là? Qu'est-ce qu'il a? Mais c'est la conséquence du rejet. C'est la conséquence du rejet. Et la femme ne comprend pas, la maman ne comprend pas. C'est pour vous dire en fait. Donc, derrière cette violence psychologique, c'est une violence psychologique dont l'enfant a été sujet depuis le ventre. Parce qu'il a été agressé. Il a été agressé dans son mental, dans son mindset, dans son subconscient. Il a été agressé dans son subconscient. On a passé tout le temps à lui envoyer le message du rejet. Alors, cet enfant qui a subi cette violence psychologique durant tout ce temps-là et qui vient au monde, vous attendez quoi de lui? Il va donner quoi? Il va donner quoi? Rien de bon. Et c'est comme ça qu'on arrive en fait aux violences psychologiques. Donc ça part déjà même depuis le ventre. La violence psychologique naît même depuis le ventre. L'enfant traîne ça depuis la conception jusqu'à l'enfantement. Et puis après, l'enfance, l'adolescence, qui est une étape tumultueuse dans la vie de tout enfant. Nous avons tous été adolescents et nous savons comment nous avons malmené la vie à nos parents. D'accord? Donc, vous comprenez avec moi que toutes ces étapes que nous traversons dans notre vie participent à
fait grandir cette violence psychologique dont nous sommes sujets à des moments donnés, à chaque étape dans le cursus. Et aujourd'hui, on parle un peu plus précisément de la violence psychologique dans le couple. C'est ce que nous abordons. Et je me demande en fait, pourquoi des personnes qui ont fait le vœu de s'aimer, de se protéger, finissent quand même par faire du mal à la longue. On se demande tout ça. Parce que quand tu es dans une relation, et c'était peut-être bien rose au début, mais au fil du temps, tu te rends compte que cette personne, avec le temps, te brutalise. C'est-à-dire, essaye même d'éteindre tes rêves. On voit des femmes qui viennent en fait dans le couple, dans la relation, en étant des personnes vraiment ambitieuses, avec le but d'aller vraiment loin dans la vie. Mais à cause des paroles que leur mari ou leur conjoint les inflige, elles se retrouvent vraiment réduites. Et ce n'est pas que les femmes, ça se retrouve également du côté des hommes, où on voit un homme peut-être qui fait de son mieux pour comme avancer dans la vie, un homme qui fait de son mieux pour subvenir en fait aux besoins de sa femme et de ses enfants, et qui se retrouve maltraité par sa femme. Vous savez quoi? J'ai dit tout à l'heure que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Vous ne donnez aux autres que ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors la question que je pose souvent, pour moi-même avoir vécu l'expérience et avoir été dans une relation toxique pendant 18 bonnes années. Wow, 18 ans. J'en ai parlé dans mon tout premier livre que j'ai écrit cette année, et titré « Et j'ai fini par en guérir ». Beaucoup se sont toujours posé la question de savoir, mais elle a fini par guérir de quoi? En fait, de la violence, de tous ces corollaires. Quand on parle de la violence psychologique, il faut comprendre que la personne qui est victime, d'accord, la personne qui est victime et celle qui agresse, celle qui est l'instrument, qui apporte, qui transmet la violence psychologique à l'autre, les deux qui sont concernés dans cette affaire ont en elles, toutes en elles, des blessures intérieures non cicatrisées. Alors, si la femme, entre-temps, n'a pas guéri de ses blessures intérieures, si l'homme lui-même n'a pas guéri de ses blessures intérieures, vous attendez quoi des deux comme résultat? Je prends un exemple terre à terre. Une femme qui n'a pas connu son père, qui n'a pas eu l'amour paternel. Mais quand elle va grandir et qu'elle va entrer dans le ménage, elle va exiger énormément de cet homme-là. Parce qu'elle voudra rechercher en lui cette figure paternelle qu'elle n'a pas eue dans son enfance. Mais si entre-temps l'homme lui-même a été victime aussi, handicapé à la naissance de la présence, de la présence du père. Alors, et les deux là se mettent ensemble. Qu'est-ce que deux personnes malades intérieurement peuvent apporter de bon quand elles sont ensemble? Qu'est-ce qu'elles peuvent vivre de bon en fait? Rien de bon. Rien de bon ne peut sortir de là. Les deux vont passer tout leur temps à s'entre-déchirer, à se chamailler, à se disputer à longueur de journée. Du coup, la relation devient toxique. Et dans le même temps, il y a une dépendance émotionnelle qui naît. Et les deux sont ensemble, mais vivent le martyre, mais ont du mal à se séparer. On est dans la relation. On sait que la relation, là, elle risque de t'amener là où ça ne doit pas t'amener. D'accord? Mais on persiste, on reste dedans. Parce qu'on se dit, bon, j'irai où? J'irai où? D'accord? La phrase préférée des femmes. En plus de ça, il y a le regard inquisiteur et accusateur de la société. Qui fait que, même quand vous mariez et que vous avez des enfants, on se dit, si je laisse le monsieur là maintenant, là, quel homme va vouloir de moi? Je vous dis, hein, un jour, ma fille aînée m'a regardé en face et m'a dit, mais maman, tu as zaillé. Elle dit, ah bon, j'ai fait quoi?
me dit, mais tu n'aurais pas dû rester dans la relation durant tout ce temps. Parce que tu nous as fait du mal. Tu nous as imposé cette violence psychologique-là. Et elle avait parfaitement raison sur toute la ligne. Mais moi, dans le même temps, mais ils étaient en fait la raison pour laquelle moi, je ne voulais pas me séparer. Parce que je me dis, je n'ai pas eu l'amour paternel, j'ai été handicapée à la naissance, il ne faudrait pas que je laisse mes enfants vivre le même martyre que moi. Donc du coup, j'acceptais de rester dans la relation. Et c'est le cas de beaucoup de femmes aujourd'hui. C'est pareil également pour les hommes aussi. Il y a des hommes qui souffrent en silence le martyre de leur femme, venant de leur femme, et qui se disent, à cause des enfants, je vais rester là pour préserver l'équilibre émotionnel des enfants. Et aujourd'hui, on a des hommes qui rentrent du boulot, mais qui n'ont pas envie de rentrer. Oui. Parce qu'ils se disent le gars préfère aller rester dans le kiosque là, avec dans le QG, dans le QG. Ils appellent ça QG. Ah, ok. Avec ses amis à siroter une bière, ou bien le de chez nous là. Parce qu'il se dit que s'il rentre, c'est qu'il se fera maltraiter par sa femme. Oui. Il attend que la femme dorme. Voilà. Avant de rentrer, que tous les enfants dorment. Ni te dame l'oreille. Mais ni dame l'oreille, mais. Là, il aura la paix. Mais c'est pas ça la solution. Mais au départ, c'était la femme qui était censée être sa paix. Oui. Et ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas, je vais te choquer en fait. Et il faut me permettre d'expliquer un peu. Allez-y. En fait, on a tendance à penser que c'est l'homme qui est censé protéger la femme. Mais c'est une aberration. C'est faux. C'est la femme qui est l'os protecteur de l'homme. Okay. Quand Dieu a créé Adam, il a pris la poussière pour former Adam. Mais quand il a voulu créer la femme, il a enlevé une côte de l'homme pour façonner la femme. Alors, à la base, le rôle principal de la côte, c'est de garantir le bon fonctionnement du cœur et des poumons. Alors, si la femme, le matériau qui a servi à façonner la femme à la base, a cette fonction principale de préserver le cœur et les poumons. Il faut comprendre par là que la femme, par essence, elle est l'os protecteur de l'homme. C'est elle qui assure en fait la sécurité, qui garantit le bon fonctionnement du cœur et des poumons de l'homme. Dites-moi, si le cœur tombe malade là, qu'est-ce qui se passe dans le corps humain? Il y a mort. Quand les poumons ne fonctionnent plus correctement, on va vous amener à l'hôpital et vous mettre sous oxygène, n'est-ce pas? Oui. Alors la femme doit comprendre que c'est elle qui est l'oxygène de l'homme. Okay. Pour que l'homme continue de respirer, ça dépend d'elle. Pour que l'homme se sente en sécurité, ça dépend d'elle. Si le cœur de l'homme doit se porter mieux, ça dépend toujours d'elle. Et c'est ça qui fait que c'est parce que beaucoup de femmes ne comprennent pas ça qu'aujourd'hui, nous voyons dans les statistiques, il y a beaucoup d'hommes qui meurent plutôt que les femmes. Oui, il y a plus de morts d'hommes. Parce que l'homme, à la base, par ego, a du mal à exprimer en fait ce qu'il ressent véritablement à l'intérieur de lui. Pendant que la femme, elle est très expressive. La femme a toujours été papatoya. Elle aime parler. Oui, s'exprimer. Elle aime s'exprimer. Elle aime dire ce qu'elle ressent. Peu importe. Elle peut dire, puis ça passe et puis ça casse, elle s'en fout. Mais elle va dire. Mais ce n'est pas le cas chez l'homme. Donc du coup, c'est un peu plus délicat quand la violence psychologique intervient par rapport aux hommes. Et à ce niveau, je pense que il faut que beaucoup de femmes prennent conscience. Très important. Prennent vraiment conscience que si le monde se porterait mieux, ça ne dépendrait que de nous en fait. J'en ai parlé dans mon livre, mon deuxième livre, que j'ai titré « Femme, qui es-tu » Je me suis amusé un jour à poser la question à 10 femmes. À peine 2 femmes ont été capables de me donner la réponse que je voulais. Et j'ai compris en fait que la femme elle-même ne connaît pas le pouvoir que Dieu lui a donné. Elle n'a pas connaissance de ce qu'elle transporte comme pouvoir, comme puissance.
de la divinité qu'elle a en elle. Le jour qu'elle comprendrait vraiment son rôle tel que Dieu le veut, le monde se porterait vraiment mieux. Et cette violence psychologique dont on parle là, je pense que on aurait plus de personnes moins malades que ce qu'on a aujourd'hui. C'est très important. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Très Et justement, important. il faut qu'on en parle. Comment est-ce qu'on peut gérer en fait ces violences-là? Quand on est victime de ces violences Oui. psychologiques, comment est-ce qu'on peut les gérer au quotidien? Alors, pour gérer la violence psychologique au quotidien, je vous ai dit tout à l'heure que le réceptacle que l'homme est a la capacité de transformer la violence psychologique soit en un élément destructeur ou en un booster. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vous-même qui décidez de l'impact positif ou négatif que la violence psychologique a sur vous. Quand vous ressentez l'offense, quand l'autre exerce la violence sur vous, mais c'est selon la manière que vous choisissez de recevoir la violence que votre cœur sera le plus affecté ou pas. Et justement, en fait, même si on a quand même une certaine confiance en soi, parce qu'il y a beaucoup de personnes, et que ce soit les hommes ou les femmes, qui ont quand même en fait une certaine confiance en eux-mêmes. Mais si on rentre dans le couple, si on rentre dans la relation, et que quotidiennement, c'est-à-dire tous les jours, on vous bombarde de paroles blessantes, est-ce que au fil du temps, la confiance ne sera pas lésée, ne sera pas détruite? C'est tout à fait normal. Okay. Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure, quand la blessure du rejet, par exemple, vient écorcher votre cœur, la blessure de l'injustice vient écorcher le cœur. La blessure est là, elle est ouverte, n'est-ce pas? Le sang coule, elle n'est pas cicatrisée. Maintenant, imaginez un cœur qui subit constamment une violence psychologique, d'accord? Oui. Et à chaque fois, la violence est là, à chaque fois. Le cœur, la blessure est là, elle sait. Elle n'est pas encore cicatrisée. Donc ça voudra dire que quand vous visualisez ce cœur-là, ce cœur sera rempli de blessures et de sang. Imaginez un être humain avec un cœur comme ça à l'intérieur de lui. Comment cette personne serait? Elle n'aura aucune confiance en soi, aucune estime de soi. C'est une personne qui est dévastée. Elle est déconstruite de l'intérieur. Et on voit aujourd'hui des femmes qui étaient parties en fait quand même pour avoir une belle carrière, quand même pour avoir un niveau de vie donné, se voient... Elles entrent dans des relations qui les réduisent après à... Comment je vais expliquer ça? À des fantoches. Des fantoches. Et je pense qu'il y a des hommes en fait qui le font intentionnellement. Parce que lorsqu'ils constatent le potentiel qui est en celles qui sont en fait en ces femmes-là, ils essaient de tout faire quand même pour les étouffer. C'est vrai que sur ce point vous avez raison, mais je dirais plutôt que en fait c'est une question de... On s'entend sur des bases bien claires à l'avance. Alors, si par exemple j'ai un potentiel, peut-être en restauration, je suis une femme qui sait cuisiner et que j'ai dans mes projets à l'avenir d'ouvrir un restaurant et que je me retrouve dans le foyer, mariée, c'est vrai que je mets à la disposition de mon mari mes compétences d'experte en art culinaire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais ça ne doit pas m'empêcher de perdre de vue, d'accord, mon objectif primaire, qui est d'ouvrir un restaurant. C'est vrai, je tiens le ventre de mon mari. Je lui prépare de la bonne nourriture. Il se régale, d'accord? Oui. Il se fait, c'est-à-dire, il mange bien, ok? Mais il doit pouvoir comprendre que pendant que lui-même il mange bien là, il faudrait que moi-même je puisse
remplir mes poches C'est ça. avec le jet, Ouais. ou bien, n'est-ce pas? Oui. Alors, si à la base, on s'entend sur ce principe, je ne pense pas qu'il y aurait de problème, a priori. D'accord? Il y a quand même des C'est parce hommes qui font que, semblant. à la base, c'est-à-dire le fondement n'est pas bien établi. Et le socle sur lequel se base le foyer, en fait, déjà à la fondation, ce n'est pas un socle solide. Et c'est vrai que vous ne pouvez pas prendre un être humain et définir déjà au préalable ce dont il est capable. C'est vrai que les hommes, quand ils se retrouvent dans certaines situations, ils changent de peau, ils changent de veste, ils retournent leur veste en même temps. Ils font semblant d'être d'accord avec Et vous les méconnaissez. Ils peuvent vous faire miroiter des choses. Et puis, avec le temps, peut-être après une maternité ou deux, le gars se rend compte que maintenant, il ne peut plus vous laisser. Parce que, bon, lui doit toujours continuer de se sentir homme chez lui. Parce qu'il y a certains hommes qui sont très, très, comment je dirais, ça dit, ils ont un virus, un virus malsain qui les empêche de voir leurs femmes évoluer. Et donc, quand vous tombez sur un homme comme ça, qui veut vous voir plutôt dans la posture des femmes foyer, mais si ça vous convient, vous restez dedans. Si ça ne vous convient pas, vous trouvez une autre alternative. Mais l'idéal, c'est de toujours préserver le dialogue, la communication à la base. Il y a plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour amener votre homme à adhérer à votre cause. Si vous savez vous y prendre. La femme, elle a le pouvoir de la séduction. Et le jeu de la séduction, toute femme doit pouvoir l'utiliser pour recevoir de l'homme tout ce qu'elle veut. Pas seulement dans le mauvais sens. D'accord? Il faut pouvoir l'utiliser dans le bon sens pour atteindre vos objectifs personnels. C'est important. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Et c'est ça qui est source de beaucoup de dysfonctionnements dans les relations amoureuses. Il faut pouvoir, à la base, déjà établir les règles comme cela se doit. Et même si dans le parcours, même si en chemin, il y a des règles qu'on peut revoir, qu'on peut réajuster, il y a des réformes qu'il faut apporter, des réformes structurelles, objectives, on peut toujours le faire. Mais tout en tenant compte du fait que l'autre a sa place. L'autre existe. Au-delà d'avoir des choses que vous faites en commun, il faut quand même privilégier un petit espace pour chaque partenaire, de manière à ce que l'autre ne se sente pas étouffé dans la relation. Il faut avoir son temps personnel. Il faut avoir son temps personnel, son espace privé et ses amis qui ne sont pas forcément les amis du couple, quoi. Voilà. D'accord? Oui. Parce que chacun vient quand même avec un bagage. C'est ça. Et on ne peut pas, au nom du foyer, couper tous les liens avec tout le monde comme ça. Il y a de ces amitiés-là qui vous font du bien. Et on a toujours envie de voir la tête de l'autre pour se dire, bon, moi-même j'existe en fait. Donc tout ça, ça participe à l'équilibre. Ça aussi, ça permet de ne pas se sentir violenté psychologiquement. C'est très important. Parce qu'on a des conjoints qui le disent, hein, tu n'auras pas d'amis chez moi. Il y a des personnes, on n'entend pas. Il y en a qui le disent, qui disent même qu'il n'y aura pas les parents ne vont même pas venir à la maison. Les amis ne viendront. C'est vrai que bon, il faut préserver son espace familial. Mais dans le même temps, bon, et quand vous tombez sur un homme qui est plutôt très altruiste, ou bien sûr une femme qui est très altruiste, qui n'est pas fermée et qui pense plus aux autres, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que après tout, chacun a sa personnalité. C'est ça. Et la personnalité, quoi que vous fassiez, elle est toujours là. Vous ne pouvez pas vous en départir du jour au lendemain. C'est une part de vous, en fait. C'est vous-même. C'est vous-même. C'est comme si on vous demandait de tuer votre vous-même, en fait. C'est compliqué. Ça va au-delà même de la violence psychologique. D'accord? Oui. Ça va au-delà de la violence psychologique et ça vous affecte énormément. Vous savez, la chose la plus difficile pour l'homme,
c'est la peur du changement. L'homme C'est a vrai. toujours eu peur du changement. Oui. Aucun homme, je dis bien aucun homme, n'accepte facilement le changement. Homme Ça, grand tâche. oui, Ok. homme grand, que ce soit l'homme ou la femme. Personne n'accepte le changement facilement. On n'aime pas sortir de notre zone de confort. Personne n'aime sortir de sa zone de confort. La personne se sent bien dans ça. Et vous lui demandez de quitter là. Mais ça va être compliqué. Vraiment. Vous lui présentez un monde qu'il ne maîtrise pas. C'est comme si vous le jetez à l'aventure. Il ne sait pas là où il va. Il ne sait pas ce qu'il attend là-bas. Et maintenant, vous lui dites que c'est ça qui est bon pour lui. Mais attendez, ça c'est aussi une violence psychologique. Oui. La peur du changement, c'est une violence psychologique. Bon. D'accord? Donc, il faut d'abord que vous arriviez à faire comprendre à cette personne que, en réalité, cette peur qu'elle a là, elle n'a pas sa raison d'être. Si tant est que là où vous l'amenez là, c'est pour son bien et que c'est la meilleure option pour elle-même, d'accord? Et que vous arrivez à convaincre la personne que c'est ça, mais elle va adhérer. Mais tant qu'elle ne comprend pas que c'est ça, vous êtes en train de la violenter. Oui. C'est là où vous allez voir beaucoup de personnes végéter dans le mal, végéter dans la corruption, végéter dans l'injustice, végéter dans tout ce qu'il y a comme négatif. Mais vous avez beau leur dire, c'est pas bon, elles ne vous comprennent pas en fait. Parce que c'est leur raison d'être, quoi. C'est la raison d'être. C'est leur essence. Elles vous diront que vous êtes en train de les violenter psychologiquement, que vous affectez leur psychologie. Pendant que vous êtes dans la dynamique où c'est pour leur apporter quelque chose de meilleur par rapport à ce qu'elles sont en train de vivre. Mais elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas. Et justement, comment est-ce qu'il faut faire en fait pour sortir de ces violences psychologiques? Comment est-ce qu'il faut faire pour en guérir? Est-ce qu'il faut parler à des amis? Est-ce qu'il faut parler à la famille? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, au préalable, il faut comprendre que la violence est là. Il faut diagnostiquer le mal. Parce que vous ne pouvez pas suivre une thérapie si vous n'avez pas conscience que la maladie est là. Si vous ne vous reconnaissez pas en tant que quelqu'un qui est malade et qui a besoin de traitement, ça n'a pas sa raison d'être. Donc, dès lors que le diagnostic est fait, que vous prenez conscience vous-même que le mal est là, vous prenez vos dispositions. Alors, la première disposition à prendre déjà, c'est de vous rapprocher des personnes habilitées qui peuvent vous accompagner et vous aider dans le processus de la guérison intérieure. Et au-delà de tout cela, il faut toujours garder aussi à l'esprit surtout ça, que en fait ce n'est pas un sprint en fait. Vous n'êtes pas en train de faire une course contre la montre. C'est votre vie, c'est votre vécu. C'est vous qui savez en fait le degré de la souffrance que vous avez enduré durant tout ce temps où vous avez été sujette à la violence. Et c'est vous qui choisissez en fait le timing qui vous convient pour la guérison intérieure. Moi, après ma séparation, j'ai mis 15 ans avant de guérir. 15 ans? Oui. J'ai mis 15 ans avant de guérir. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule à m'occuper de mes enfants. Alors que dans mon canevas de vie, je n'avais pas prévu ça en fait. C'était pas dans vos plans? C'était pas dans mes plans. Alors déjà pour une femme, ce n'est pas aisé. Pour deux parents, d'éduquer leurs enfants, d'assumer les charges de la famille et de donner le meilleur, le minimum vital à leurs enfants. Alors imaginez une femme qui se retrouve du jour au lendemain avec les enfants sous les bras, à nourrir et à tout faire pour que ces enfants-là réussissent. C'est une violence psychologique qui est énorme. Vous comprenez? Je comprends. Alors moi, à un moment donné, je me disais, mais franchement, pourquoi tout ça? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Et je voudrais saisir l'occasion pour demander à toutes les femmes, mères célibataires, qui m'écoutent en ce moment, je voudrais leur demander de tout faire pour guérir le plus tôt possible. Parce que plus tôt vous guérissez, mieux vous vous portez et votre vie s'embellit.
votre vie s'embellit. Oui. Parce que la violence psychologique, elle est dangereuse. Je vous l'ai dit, Oui. elle affecte votre âme. Et quand l'âme est malade, C'est que c'est c'est que fini. vous courez tout droit à votre perte. Oui. Donc, il vaut mieux guérir le plus tôt possible pour, en fait, déployer tout ce que vous avez en vous de beau, de merveilleux, que les autres ont besoin de voir. Voilà. Pour ne pas toujours voir cette version tronquée de vous, cette version falsifiée de votre personnalité que vous avez toujours projetée et que les autres ont toujours vu. Je dis, il est temps que on voit en fait qui vous êtes véritablement. Il est temps que cette version falsifiée-là, elle soit rangée dans les tiroirs pour laisser la place à votre version originale qui va vous amener à vivre le meilleur. Je dis bien le meilleur Le meilleur. que le ciel vous a réservé. C'est très important. Donc c'est bien. Il faut que désormais les femmes puissent sortir de leur zone de confort Oui. afin quand même d'atteindre la vision, la meilleure vision d'elles-mêmes. D'elles-mêmes, oui. Et est-ce que vous avez quelque chose à dire en fait aux hommes? Parce que souvent, quand on parle de violence, on s'adresse un peu plus aux femmes, aux femmes. Mais il y a quand même les hommes qui sont concernés aussi. Est-ce que vous avez envie de leur dire quelque chose? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire Alors, pour un homme qui se fait maltraiter dans son foyer? c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais nous voulons avoir une masculinité, nous voulons faire preuve de masculinité positive. Et nous aspirons à une parentalité positive. Autant que faire se peut, si on peut éviter que la violence, la violence psychologique devienne la tasse de café dans le foyer, ce serait la meilleure option. Alors, pourquoi souvent le regard est tourné vers la femme? Parce que la femme, on a toujours dit que la femme c'est le sexe faible. Ce qui est faux. Ça c'est ce qu'on nous a toujours raconté tout le temps. Et vous l'avez dit d'ailleurs. Oui, pour nous amener à nous-mêmes nous victimiser, à rester toujours dans la posture de la victimisation permanente et constante. Ce qu'on nous a toujours raconté pour nous amener nous-mêmes à ne pas être des femmes responsables, matures, à ne pas faire preuve de maturité. C'est dangereux. Et je pense qu'il est temps que les mentalités changent, que nous commencions par voir les choses autrement. Si nous voulons préserver le cocon familial et permettre que la famille se porte mieux, que la société se porte mieux, que nos relations interpersonnelles ou les relations professionnelles aillent mieux, il faudrait qu'on revoie les clichés stéréotypés négatifs, qu'on les efface, les paradigmes mentaux obsolètes en griffe, qu'on finisse avec ça. Et aux hommes qui sont victimes de violences psychologiques de la part de leurs femmes, moi je leur dis, mais vous avez tort de vous taire. Parce que la femme, elle ne va pas se taire. Le jour que tu fais peur comme ça à la femme là, Amondi Ablonmio, elle va commencer par crier. Amondi Ablonmio. À croire que tu ne lui as jamais rien fait. Même si tu as l'habitude de lui donner 100 super chaque fin du mois, de lui compter le million chaque fin du mois, le jour que tu fais comme ça à la femme, elle va crier gros et fort. Comme si tu n'avais jamais rien fait. Comme si tu ne lui as jamais rien fait. Alors moi je dis, mais si la violence psychologique, elle va dans les deux sens, pourquoi on va laisser les hommes subir? Ça n'a pas sa raison d'être. Ça n'a pas de sens. Il faudrait que les hommes aussi commencent par en parler. Parce que si votre ego vous pousse à vous taire, vous allez subir. Vous allez subir. Bien évidemment. Et c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore eu des cas où la violence psychologique a tellement dégénéré que mort s'en est suivi. Et on a eu peut-être sur des réseaux sociaux, des cas. Je crois qu'il y a des années en arrière, on avait eu un cas pareil comme ça où la femme... suicide. Ok. Non, la femme, elle avait tué son mari à coups de machette. Wow. Oui, je crois ça doit être 5 ou 6 ans ou 7 ans en arrière, cette affaire-là. Donc, je dis, si dans le foyer, vous ne parlez pas, vous ne communiquez pas, vous n'échangez pas, vous ne partagez pas vos cœurs. Oui,
quand Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Hein? On dit les deux vont faire une seule chair. Mathématiques, 1 plus 1 égale 1. Oui. D'accord? Oui. Mais comment voulez-vous que cette matérialisation de 1 plus 1 égale 1 ait sa raison d'être si il n'y a même pas la communication qui passe? Si l'homme n'est pas en mesure de s'exprimer correctement, C'est pas si possible. la femme non plus n'est pas en mesure de s'exprimer correctement dans le foyer, on va où? On va où? Nulle part. Nulle part. Il vaut mieux rester célibataire. Là, on sait que vous êtes célibataire et puis la vie continue. Et on se demande tous, en fait, comment se reconstruire. Quand on a subi des violences psychologiques, comment se reconstruire? Est-ce qu'il faut se séparer? Est-ce qu'il faut quitter définitivement le foyer? Est-ce qu'il faut, il faut quitter comment on appelle la relation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien est-ce qu'il faut rester, essayer de faire quand même une thérapie à deux? Comment est-ce qu'il faut faire? Alors, dans la reconstruction, c'est chaque couple qui choisit son mode de reconstruction, en fait. Si on part du principe que les deux veulent se donner une nouvelle chance de recommencer et de vivre encore à nouveau à deux, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à ce que les deux acceptent de suivre la thérapie qu'il faut pour chacun guérir de son côté pour que le couple se porte mieux. Mais dans le cas où la thérapie ne peut pas être appliquée et que la blessure est tellement forte que l'un estime que partir, c'est la meilleure option, que la séparation vienne. Bonjour la séparation. On ne peut que l'accepter. Avec l'espoir que, en partant, que cette personne se retrouve et qu'elle devienne une meilleure personne, en fait. On a vu des couples qui se sont séparés et on a vu la femme, après s'être séparée de l'homme là, 3 mois, 6 mois après, elle a changé complètement. Elle est devenue plus épanouie, plus rayonnante. Oui, oui, on en voit beaucoup. Hein. On en voit énormément. Et à un moment donné, on se demande si, en réalité, si c'était vraiment l'homme qui était le problème ou bien qu'est-ce qui a à la base de cette métamorphose. D'accord? Oui. Donc, je me dis, si les relations ne peuvent pas être préservées et que c'est obligatoirement la séparation qui doit trancher, que les deux s'asseyent, qu'ils se comprennent. Parce que dès l'instant où il y a les enfants, il ne faut pas perdre de vue qu'après la séparation, il faut préserver l'équilibre émotionnel et psychologique des enfants. Il ne faudrait pas que cette forme de violence, parce que c'est une forme de violence aussi. Oui. Quand vous vous séparez, vous imposez la violence psychologique de la séparation aux enfants. Et oui. Et beaucoup d'enfants ont du mal à accepter ce fait-là. Parce que tous les enfants dans le monde entier veulent avoir papa et maman à leur côté pour s'occuper d'eux et les chouchouter. Voilà. Du coup, quand un parent décide de partir, c'est une violence psychologique énorme qui est imposée aux enfants qui sont dans le cocon familial. Et qu'ils traînent malheureusement toute leur vie. Et qui, oui, ces enfants-là traînent cette violence psychologique-là toute leur vie, jusqu'à entrer eux-mêmes dans le mariage avec. Et à leur tour maintenant. Et à leur tour, ils répètent encore le même schéma. Voilà. Et la chaîne continue. Et la chaîne continue. C'est là où c'est dangereux en fait. Oui. C'est là où c'est vraiment dangereux et il ne faut pas jouer avec cette thématique-là de la violence psychologique. Elle est insidieuse comme je l'ai dit. Et la violence psychologique vous fait vivre l'indicible. Et nul ne mérite ça. Aucun être humain ne mérite ça. Donc, autant que faire se peut, travaillons à ce que dans nos manières d'agir, dans nos comportements, dans nos actions de tous les jours, on ne sente pas en fait que nous sommes des acteurs de la violence psychologique. Alors, waouh. Quelle discussion enrichissante. Wow, je suis vraiment... En fait, je ne me lasse même pas de vous écouter, en fait, parce qu'on apprend tellement. J'apprends tellement aujourd'hui, sérieusement, et je suis certaine, en fait, que les personnes qui nous écoutent également apprennent également de nouvelles choses sur la violence psychologique et tout. Alors, nous sommes à la fin de ces discussions. Et est-ce que vous avez un mot pour toutes les personnes qui nous suivent?
Déjà, je voudrais vous remercier pour la thématique parce qu'elle est très importante et elle est d'actualité. Puisque aujourd'hui, nous avons énormément de victimes qui souffrent en silence, qui sont dévastées et qui ont même peur d'en parler à cause des critiques, à cause du regard des autres, à cause de la société, du poids de la société. Et pour finir, je voudrais demander à chacun. Il n'y a pas de joie à être un instrument de peine, de souffrance, de douleur pour les autres. Et je reste convaincu que tous autant que nous sommes, nous aspirons à vivre le bonheur. Nous voulons la joie. Oui. Nous voulons chaque jour expérimenter l'envie de continuer d'exister, de continuer de vivre sur cette terre. Même quand à des moments donnés les situations sont difficiles, on garde toujours un brin d'espoir en soi, en se disant que les choses peuvent toujours changer. Et par rapport à ce brin d'espoir qu'on garde en soi, je voudrais nous inviter à regarder chacun à nos cœurs. Si je devais ouvrir ici un supermarché des cœurs et inviter chacun, chacune, à venir acheter le type de cœur qu'il voudrait avoir pour ne pas être un instrument de destruction pour les autres. Je sais que chacun voudra s'offrir le cœur de son choix en tenant compte de son histoire, en tenant compte de son vécu. C'est pour vous dire que tous les actes que nous posons relèvent de ce que nous avons eu le temps d'emmagasiner en nous. Et c'est là où j'en viens. Nous avons l'obligation, je dis bien l'obligation, et le devoir de veiller à ce que chaque jour, notre cœur reflète un cœur selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son amour infini, continue toujours de nous aimer. Même quand nous faisons mal, même quand nous sommes méchants envers les autres, Dieu continue de nous aimer. De nous aimer. Pourquoi pas nous? Nous devons désormais apprendre à voir dans les autres que ce qui est bon. Pour continuer de les aimer, même quand ils font mal. Pour préserver la cohésion, préserver l'amour, la fraternité, l'unité, le vivre ensemble. C'est très important de préserver ces valeurs-là pour que notre société se porte mieux. Et pour finir, personnellement, pour avoir été pendant longtemps victime de violences de tous ordres, je dirais, nul ne mérite de vivre la violence sous aucune forme, quelle qu'elle soit. Nul n'a le droit d'exercer la violence sous aucune forme à l'endroit de son prochain. Autant que faire se peut, nous devons travailler à être des artisans de paix, des artisans de joie pour les autres. Parce que là où il y a la violence, il y aura toujours les frustrations. Et là où il y a les frustrations, il y aura toujours les blessures intérieures. Et les blessures intérieures ont toujours été les sources des guerres les plus dévastatrices dans l'histoire de l'humanité. Autant que faire se peut, travaillons à préserver nos cœurs. Travaillons à maximiser notre capital cœur, à faire en sorte que notre cœur soit pur, aimant et toujours prêt à voir dans l'autre le beau et pas
le mauvais. Le mauvais. Wow. Je voudrais saisir l'occasion pour demander à ceux qui voudraient en savoir plus sur la violence psychologique de se procurer mes livres. Ok. Dans mon 4e livre que j'ai titré « Cris étouffés par une homosexualité imposée », je raconte l'histoire d'un jeune de 17 ans qui s'est retrouvé en prison par la force des choses. Un enfant qui, à la base déjà, avait été victime de violences psychologiques et qui se retrouve en prison suite à une injustice. Arrivé là-bas, il se fait sodomiser par 3 hommes et il se rend compte après que ces derniers lui ont transmis le VIH. Ouf. Un enfant qui doit vivre avec cette violence psychologique et qui doit chercher à se reconstruire, à renaître. Et tenez-vous tranquille, toutes ces violences psychologiques dont il a été sujet ont influencé son choix sexuel. Et c'est ça qui a donné naissance à l'homosexualité imposée. C'est pour vous dire que derrière chaque choix, il y a toujours une blessure cachée. Derrière chaque violence psychologique, il y a toujours une blessure intérieure qui est cachée. Voilà. Et donc, pour ceux qui voudraient se procurer mes livres, je suis joignable au plus 229 01 96 31 45 96 WhatsApp uniquement. Et pour ceux qui voudraient m'appeler directement, vous pouvez composer le plus 229 01 92 34 73 22. Alors, ne vous faites pas prier. Pour ceux qui voudraient avoir la version numérique, c'est disponible également sur Lire Tama, sur Taka, sur Église Shop. Et je pense que bientôt, ce sera disponible dans les librairies de la place et également sur Amazon. Je tiens à remercier tous ceux qui nous suivent parce que quand on parle de violence, c'est un sujet qui prête énormément à polémique. Oui, vraiment. Ce n'est pas facile d'en parler. Vous avez vu l'exemple du jeune garçon que j'ai donné tout à l'heure, dont j'ai parlé dans mon livre, dans mon 4e livre. Le 5e, lui, parle de la prostitution. Le titre, c'est « De prostituer à restaurer le prix du corps, la valeur de l'âme ». Wow. Titre parlant déjà, hein. Le titre est parlant. Donc, le 3e livre, le titre, c'est « Il est temps ». Il est temps. Ça, c'est un livre purement spirituel. Ok. C'est un livre prophétique. D'accord. Ça n'a rien à voir avec les autres livres. Avec les autres. Ça ressort ma dimension prophétique. Donc, je remercie infiniment tous ceux qui nous suivent. Et mon souhait pour vous, c'est que la violence psychologique, que vous en fassiez pas un instrument de destruction, mais plutôt un instrument de conscientisation, un instrument de sensibilisation, un instrument d'échange, de communication pour amener les uns et les autres à prendre conscience des conséquences qui en découlent et à choisir d'être des acteurs et des artisans de paix et de bonheur pour les autres, pour que notre société se porte mieux. Pour que nos relations interpersonnelles et professionnelles, nos relations fraternelles, nos relations dans les foyers, que ces relations soient des relations saines et viables. Alors, donc, il faudra utiliser sa douleur comme levier pour quand même atteindre la meilleure version de nous-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, est-ce qu'on peut vous trouver sur les canaux digitaux? Vous êtes sur Facebook? Oui, je suis sur Facebook. J'ai 2 pages sur Facebook. Amédée Atolou et Coach Amédée. Je suis également sur TikTok, Amédée Atolou. Je suis sur Instagram, LinkedIn aussi. Toujours sur
Amédée Amédée Atolo. Alors, merci beaucoup. C'est réellement moi qui vous un remercie. plaisir. Tout le plaisir a été pour moi. Alors, nous sommes réellement comblés de vous avoir eu. Cette discussion m'a fait du bien et également à toutes les personnes qui nous suivent, j'en suis certaine. Alors, si vous êtes restés jusqu'à la fin, c'est que vous avez compris beaucoup de choses et que vous êtes également soulagés. Alors, si vous subissez ce genre de violence, n'hésitez pas à contacter les personnes qu'il faut afin de vous sortir de ce trou. Nous sommes à la fin. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à aimer, à liker et à partager autour de vous. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao.